Faucon Millénial vous présente Faucon parle politique, une émission qui ne mâche pas ses mots, en compagnie de Lai Nongsu et de Grushkov, Ika, Adrien, Tuki et Marie du Faucon Millénial. Godspeed Rebels, bienvenue dans Faucon parle politique. C'est Lai Nongsu, l'inénarrable expert littérature Star Wars, qui il y a quelques semaines a publié un premier article ou podcast pour mettre en lumière les inspirations politiques de la saga telles que pensées par George Lucas lui-même. Aujourd'hui, il semble primordial de rappeler que ce monument de la pop culture porte en lui un message important, qui fait malheureusement écho à l'actualité lointaine et récente. Je vous invite à lire cet article ou à écouter ce podcast disponible sur starwarsuniverse.com ou sa chaîne YouTube sous le nom de Star Wars c'est politique, épisode 1, Nixon et la guerre du Vietnam. Maintenant, pour aller plus loin, les hosts du podcast Star Wars le plus engagé de ce côté de la galaxie m'ont fait l'honneur de me proposer d'animer un premier échange sur la saga Star Wars et la politique inhérente à cette œuvre. C'est parti pour un petit tour de table. Hello. Et du coup, ce soir, deux Faucons Millénial, vous n'avez pas un seul, mais deux personnes, moi-même Grushkov, et faisant son grand retour, c'est Ika. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir vous deux. Bonsoir tout le monde. Eh ben bonsoir à vous deux aussi. T'es contente d'être là pour parler de Nixon? Totalement. En vrai, c'est ce qui m'a poussé à me dire putain, j'ai envie d'être là. Ouais, c'est un sujet super intéressant. Alors quand Léine était venue, elle a dit hey, vous voulez qu'on fasse des épisodes là-dessus? J'étais en mode attends, c'est 80% de notre ligne éditoriale. Bien sûr. Exactement, j'étais obligé de... Je pouvais pas faire ça uniquement dans mon coin. Ouais, et en plus, comme j'ai dit la dernière fois que Space Shipper était là, nous, ce qu'on aime bien aussi chez Faucon Millénial, c'est inviter des gens qui savent de quoi ils parlent, et nous, on est là et on sait pas de quoi on parle. Voilà. Et c'est exactement ce qui va se passer ce soir. Et du coup, Pas de chance pour vous, je vais quand même vous mettre à contribution. Hein. Je vais vous laisser faire le plus gros du travail. Moi, je l'ai déjà fait. Et donc maintenant, ça va être à vous de me parler de ce que vous voyez quand vous regardez Star Wars. Et c'est pour ça que ma toute première question, c'est une question simple. Au premier visionnage de Star Wars, donc quand vous étiez a priori adolescente, est-ce que l'aspect politique de la saga vous a sauté aux yeux? Du coup, je vais commencer, mais moi, j'ai vu Star Wars, je me souviens même pas de la première fois, je pense. Vu que mes parents étaient fans, je l'ai forcément visionné alors que j'en ai même pas le souvenir. Et j'ai grandi avec, donc non, clairement, j'ai pas du tout vu l'aspect de Star Wars quand j'avais 5, 6, 7 ans, qui doit être le premier souvenir que j'en ai. Et j'étais beaucoup trop jeune pour ça, clairement. Ouais, je pense que c'est un truc qui est très intéressant, c'est que pareil, j'ai grandi avec. Du coup, c'est pas forcément un truc auquel on pense quand on est enfant, quand on regarde, mais un truc qui, je pense, influence beaucoup, c'est évidemment tout l'esthétique impériale. Après, quand tu grandis et que t'apprends en cours d'histoire, par exemple, tu vois les nazis et je me dis, je connais ces vêtements là. c'est les tenues des officiers impériaux, ça me rappelle des officiers nazis, voilà, tu vois. Ça me rappelle ça. Et du coup, plus que tout ce qui est guerre du Vietnam et tout ça, vu que nous, en plus, on est français, on avait potentiellement une vision qui, en grandissant, ça sautait aux yeux, mais pas quand on était petit. Et ça, c'est un truc qui est assez important avec l'aspect politique de Star Wars, c'est que, comme on sait, il y a bien plein de gens qui l'ont découvert étant enfant et qui n'ont jamais grandi mentalement et qui ne voient toujours pas l'aspect politique. Je sais pas si t'avais ça en tête aussi, mais moi je pense que au-delà que c'était pas quelque chose qui m'a sauté aux yeux quand j'étais enfant, parce que souvent c'est pas le cas, mais
c'est quelque chose qui a été formateur dans la façon dont on Quand on distingue voit le monde. le Ouais. bien et le mal, on va Je dire. suis assez d'accord. Et en soi, Star Wars étant très très manichéen quand même dans sa narration et dans ce que ça raconte, forcément ça a eu une influence après sur la vision qu'on a eue. Et oui, en tant qu'Européens, globalement, ça nous parle beaucoup plus en grandissant quand on étudie la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Mais ça a forcément eu plus d'impact de ce côté-là, surtout, ouais, c'est ça, toute l'imagerie de l'Empire, plus que l'imagerie de la rébellion. Ouais. Et encore que me concernant, je pense que j'ai mis pas mal de temps avant de faire ce parallèle. C'est probablement quelque chose qui a été très inconscient de mon côté. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est plus formateur qu'autre chose, parce que ça te met des images en tête, Oui, c'est ça, ouais, exactement. assez inconsciemment parfois. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se mettre un peu dans la peau, on va dire, d'un Américain moyen au moment où le film est sorti, donc en 77. On va même aller au-delà, on va se mettre au moment où l'épisode 6 est sorti, donc en 83, où on sort de la guerre du Vietnam, qui a pris fin quelques années avant. On sort du scandale du Watergate, qui a aussi pris fin quelques années avant. Et donc on sort de toutes ces manifestations où il y avait des pancartes, où il y avait écrit à bas l'impérialisme américain. Donc on avait ce mot impérial qui était quand même assez présent dans l'actualité. Et on avait cette guerre du Vietnam qui, il faut se le rappeler, est techniquement la première guerre que les États-Unis ont perdue. Donc, est-ce que l'Américain moyen, en voyant Star Wars en 77, en 80, en 83, se rend compte que, en fait, l'Empire dans Star Wars, c'est pas un empire chez nous, c'est techniquement ce qu'on appelle une république, puisque ça représente l'impérialisme américain, donc les États-Unis d'Amérique, qui sont quand même considérés comme une démocratie, avec tous les guillemets possibles à rajouter à cette affirmation. Est-ce que l'Américain moyen comprenait que Star Wars était en fait une critique du gouvernement américain dans cette guerre du Vietnam, et que Nixon était un peu considéré comme le seigneur Sith qui en secret faisait des complots comme ceux du Watergate, tout comme Palpatine faisait des complots dans la galaxie Star Wars pour prendre le pouvoir et au-delà pour le garder. Et moi, j'avais ouvert mon article avec un échange sur Twitter qui datait de 2015 où quelqu'un disait que Star Wars était une critique de l'impérialisme américain, et là, il y avait un Américain qui avait répondu « Bah non, c'est pas possible, à moins que l'Empire, ce soit les USA ». Et en fait, c'était exactement ça. Ah, mais oui, je m'en souviens. Oh, ils sont intelligents. Hein. Ouais, je m'en souviens bien de ça aussi, ouais. Et donc, avec tout ça en tête, maintenant qu'on a grandi, qu'on n'est plus des enfants qui découvrent, ou des adolescents qui découvrent Star Wars, est-ce que finalement vous avez à moitié répondu à la question? Nous, en tant qu'Européens, on voit plus le nazisme, ou peut-être après il y a la prélogie qui est arrivée par là, qui est sortie en pleine guerre du Golfe. Et dans la prélogie, il y a quand même une esthétique, je pense, sur les casques des clones, un peu une esthétique empire romain, gréco-romain. Donc, une fois qu'on a grandi, donc qu'on était un peu plus âgé, qu'on avait eu un peu plus de cours d'histoire, est-ce que cette vision politique de Star Wars saute davantage aux yeux, bien sûr, et est-ce qu'on imagine que c'est le Vietnam, ou on imagine le nazisme, l'Empire romain, ou ce genre d'empire déchu? Déjà, j'aimerais juste revenir vite fait en arrière, parce que tu disais de se mettre dans la peau d'un Américain moyen à l'époque de la sortie de l'épisode 4, ou voire même de l'épisode 6, à la fin de la guerre. Et ça, c'est une question, par exemple, que tu réponds probablement dans ton article. Je dis pas. mais je suis là avec un œil neuf, du coup. Que je me suis toujours posé, sachant que à la fin, moi, ce que j'en sais, c'est que l'opinion publique, dans les années 70, rejetait quand même pas mal la guerre aux États-Unis. Donc, et c'est plus facile quand tu adhères, comme Lucas, dans ce que tu passes comme message. C'est plus facile de le faire comprendre quand tu adhères à l'opinion publique, j'imagine. Et Alors, ça m'intéresse de savoir ça.
Alors, il faut En savoir vérité. que l'opinion politique, pardon, il faut savoir que l'opinion publique a évolué pour la guerre du Vietnam, et Lucas a évolué avec l'opinion publique. Au début, Ok. la guerre du Vietnam, Lucas avait même envisagé de s'engager pour la faire. Et quelques années après, l'opinion publique a évolué et l'opinion de Lucas pour la guerre du Vietnam a évolué avec l'opinion publique. D'autant plus qu'entre les deux, il avait été, on va dire, sensibilisé à la réalité de cette guerre d'occupation, cette guerre coloniale, et sa vision du bien fondé, on va dire, de cette guerre avait changé. Et surtout qu'entre-temps, il avait un peu travaillé sur différents sujets. Il avait travaillé notamment sur un film de propagande dont il a totalement renié son travail. Il avait été pressenti pour faire Apocalypse Now, donc un film sur la guerre du Vietnam. Finalement, c'est Coppola qui l'a fait, le film, une fois que la guerre était finie, parce que c'était compliqué de sortir ce film pendant que la guerre était en cours. Donc il a été sensibilisé, et c'est à ce moment-là que sort Star Wars. Mais pour autant, l'épisode 6, quand il sort, ça fait quand même quelques années que tout ça c'est fini, parce que l'épisode 6, c'est quoi? Oui. C'est 82, C'est 83, quelque chose comme ça? C'est 83, oui, 83. Et Nixon, il a quitté son... Il est parti au début des années 70. C'est moi qui m'égare peut-être. Alors, la guerre du Vietnam. Il doit y avoir 10 ans ou presque entre les Ouais. deux. Nixon a quitté son poste en 74, Ouais. donc ok. 3 ans avant la sortie du premier film. Et la guerre du Vietnam avait pris fin en, je ne veux pas dire de bêtises, en 73. Voilà. Ok. Enfin, Du coup, en 60 83, quand sort l'épisode 6, on est quasiment 10 ans plus tard, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. est-ce que ça a marqué suffisamment l'américain moyen pour recevoir le même message à ce moment-là Je me rends pas compte. La guerre du Vietnam a pris fin en 73, mais c'est en 75 que le nord du Vietnam envahira définitivement le sud du Vietnam une fois que les troupes US sont parties depuis 2 ans. Voilà. Ok. Donc en 75, le pays se retrouve unifié parce que ça fait 2 ans que les États-Unis ont quitté le territoire, et Star Wars sort encore 2 ans après. Ok, ouais. Ok. Et il faut bien prendre en compte qu'on a l'épisode 6 qui sort après en 83, et on a toute cette scène sur Andorre qui se passe dans une jungle avec un peuple qui est chez lui, sur sa propre planète, qui utilise des techniques un peu de guérilla en utilisant le terrain à son avantage, face à un empire qui a des destroyers, qui a des armes de destruction massive, qui a des pistolets très performants, des bombes, des véhicules, des chars. Et là, on est totalement sur un copier-coller de la résistance des Viet Cong contre les troupes américaines. Donc, l'épisode 6 est vraiment considéré comme l'illustration la plus flagrante de Lucas, de son message anti-guerre du Vietnam et plus généralement anti-impérialisme américain, puisqu'on est littéralement sur un empire qui attaque entre guillemets une colonie, et c'est la petite colonie qui gagne. Mais ça a été perçu de cette manière-là directement dès la sortie. Globalement, enfin, c'est pas quelque chose qui a dû être suranalysé après. Ah non, Lucas le Parce disait lui-même en interview. Voilà, aujourd'hui c'est une évidence. Oui, non, mais j'allais ça, dire. je sais, mais ça, aujourd'hui pour nous c'est une évidence. Mais est-ce qu'à l'époque, l'américain moyen qui allait voir le film ressortait avec ce message-là en tête? C'est ça que je veux dire. C'est la question que je pose en fait. Faudrait trouver un est-ce que américain c'était moyen. évident? Eh oui, non, mais oui, voilà, c'est ça. Non, il y a une citation de Lucas, donc il a dit au Festival de Cannes en 2005, bon c'est 30 ans après, enfin 20 ans après, mais où il a dit que l'un des concepts d'origine de la saga, c'était de montrer comment une démocratie se transforme d'elle-même en dictature. Bon, il a dit ça au moment de la sortie de l'épisode 3, et il termine en disant « Les parallèles entre ce que nous avons fait au Vietnam et ce que nous sommes en train de faire en Irak en ce moment sont incroyables ».
Quand Et- ça sont incroyables, ils trouvent ça bien. Non, Non. c'est incroyable. et- Franchement, trop cool. Et il y a une autre citation qu'on peut retrouver dans la réunion d'écriture qu'il a fait du Retour du Jedi en 81, où il avait dit, en parlant de Palpatine, ouvrez les guillemets, personne à l'époque ne savait qu'il était mauvais parce que c'était un élu, c'était un homme politique et Nixon était son nom. Donc là, il a même pas parlé de Palpatine, il a Ah dit oui, là, vraiment, vraiment, il y a Palpatine plus de s'appelle doute, Nixon, voilà. il a foutu la subtilité dans un coffre. Exactement. Exactement. Mais c'est ça qui est intéressant entre les idées qu'il a et le produit final, parce qu'il veut faire un truc qui est évident. On en parlera tout le temps, et c'est pour ça que Star Wars, c'est un truc qui est si complexe malgré sa simplicité, parce que c'est quelque chose qui se veut être pour tout public, mais en même temps qui a toujours des messages politiques qui se veulent intemporels. Et parfois, c'est difficile de mêler les deux. Il y a qu'à voir, par exemple, Andorre, c'est pas pour les enfants. Et c'est très politique. Bah, justement, Donc, déjà tu- à l'époque. comme tu parles du message politique, si on oublie la vision de Lucas, vous, aujourd'hui, en pensant à la trilogie, donc seulement la trilogie, on va éviter de déborder sur l'émission du jour, en pensant à la trilogie, qu'est-ce que vous retenez comme message politique principal, peut-être en ayant à l'esprit tout ce qu'on vit aujourd'hui, quel message vous retenez de la trilogie originale de Star Wars? Alors ça, c'est une question qui est un peu marrante, je trouve, parce que oui, en fonction du contexte, tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, j'aurais peut-être pas répondu exactement pareil. Exactement, surtout qu'on dit qu'une œuvre n'appartient plus à son auteur à partir du moment où elle est publique. Donc Sauf s'il veut faire des éditions spéciales. Donc aujourd'hui, avec votre esprit du jour, votre cœur du jour, comment vous interprétez la trilogie? Est-ce que tu veux prendre encore Ika? Non, vas-y. Je réfléchis à la réponse. C'est vrai que c'est pas simple. Si on prend que la trilogie originale dans son ensemble, et qu'on parle de l'aspect politique en général, je pense que c'est nique l'autorité. Non, mais surtout que l'impérialisme, ça touche tout le monde. Un truc que je trouve intéressant, c'est que là-dedans, on voit Luke qui habite sur Tatooine, qui ne fait pas partie de la République, enfin de l'Empire. Et pourtant, l'Empire vient et crame sa famille. Dans l'épisode 5, on voit Lando qui essaye tant bien que mal de faire un deal avec l'Empire pour protéger sa cité. Et au final, ils prennent la cité et font la merde, l'Empire. Et dans l'épisode 6, les Ewoks, ils sont tranquilles sur leur planète, et les mecs, ils viennent, ils font non, maintenant c'est une base militaire et tout ça, et ils s'installent et ils pètent tout, et puis et ils installent leur propre truc dessus. Oui, puis et Endor, je pense que tu peux être persuadé qu'à la seconde où la seconde étoile de la mort était finie d'être construite, le premier test de l'étoile de la mort, ça aurait été sur Endor. probablement. Et ça, tu vois, ça c'est pas un truc auquel j'aurais pensé avant, mais c'est quelque chose qui, je trouve, est assez intéressant, parce que encore une fois, je sais pas si il l'a fait consciemment ou pas, mais le fait que l'Empire ait tout permis, en tout cas se croit tout permis, et que justement c'est ça qui cause sa perte. Je trouve que ça, c'est un truc qui est assez réaliste, et souvent c'est comme ça que les régimes fascistes finissent par s'effondrer. En plus, ça, et évidemment les luttes politiques internes, mais bon, ça, c'est plus pour les autres œuvres Star Wars, on va dire. Oui, c'est ça. Parce que c'est super difficile de répondre à cette question en essayant de mettre vraiment de côté
notre niveau de savoir sur Star Wars au global. Oui. C'est compliqué. C'est vraiment Oui, compliqué oui. parce que si on prend que la trilogie, finalement, ça reste assez simple dans la lecture qu'on en a. Mais on n'a pas la Et chute d'une république. c'est ça, c'est juste, L'Empire est déjà là. le soulèvement d'une base populaire contre l'Empire. L'Empire est déjà là. La rébellion est déjà là. L'Empire est déjà là. Tout est déjà présent. Tout est déjà en place. C'est juste qu'on suit un acteur qui va rejoindre l'un des deux camps pour combattre l'autre. Enfin, tout est déjà en place au moment où on regarde que la trilogie d'origine. Et du coup, ouais, c'est pas simple de faire d'en voir une lecture par rapport au contexte actuel réel, sans prendre en compte tout le reste de Star Wars. Mais ce que je dirais, moi, c'est ça, c'est juste que la lecture reste assez la même qu'à l'époque, je pense, parce qu'elle est recontextualisable assez aisément. Et que le soulèvement contre un impérialisme ou un empire, quel qu'il soit, un empire du mal, parce que c'est quand même assez aisé de dire que c'est un empire du mal, Oui, est possible et peut mener à l'effondrement de cet empire. Enfin, l'effondrement, c'est même pas quelque chose qui est raconté dans Star Wars, ça non plus dans la trilogie, mais juste le soulèvement peut gagner contre l'empire, quoi. Et ça, c'est important, en fait, comme message, je trouve. C'est celui de l'espoir, quoi. Et Star Wars, ça a toujours tourné autour de l'espoir. Et en plus, je trouve que ce qui est bien foutu pour une saga qui a autant de princesses, de reines et de nobilité comme ça, c'est qu'il évite un peu l'écueil de l'exceptionnalisme où, vous savez, les récits un peu comme par exemple, à la base, Robin des Bois, c'était un pauvre qui se rebellait parmi les pauvres, mais un jour, ça a été repris et c'est devenu un riche qui rejoint les pauvres et grâce à la présence du riche, maintenant les pauvres ils peuvent se battre. Et c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de récits et je trouve que là, Star Wars, la trilogie originale en particulier, arrive bien à montrer que c'est plein de gens différents, de backgrounds complètement différents. Les personnages principaux, t'as deux anciens criminels, dont un qui est devenu businessman, un qui est juste un schlag dans son camion avec son pote. 3, je dirais même. Y a Tu une comptes pas Chewbacca. Mais parce que c'est pas un schlag. Non, mais c'est vrai qu'il est criminel. Des fois, j'oublie qu'il est criminel. C'est vrai, c'est un criminel. C'est un bon père de famille. Ouais. Qui vend de la drogue sous les poils, mais bon, c'est pas grave. Un jeune fermier et une princesse, tu vois, et c'est l'union des différentes classes sociales et des différentes Origines sociales. ethnies, hein, franchement, littéralement, qui fait la force. C'est pour ça que un truc qui saute aux yeux aussi quand on est plus adulte, c'est que tous les aliens sont du côté des rebelles. Pas tous, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est la plus- rébellion et C'est plus qu'il n'y a aucun alien du côté de l'Empire. Que Oui. tous les aliens sont du côté des rebelles. Et on voit aucun alien en uniforme impérial dans la trilogie. Non, par contre, on en voit qui sont prêts à Exactement. travailler avec. Voilà, Ah bah. mais souvent, en plus, soit c'est des défavorisés, soit c'est des barons de crime de leur propre plein gré. Oui, Mais soit par crainte, soit par appât du gain. mais ils font pas partie de l'Empire. Même si, voilà. Mais justement, voilà, l'Empire est composé uniquement d'humains, alors que la rébellion est composée de plein de personnes différentes, que ce soit de genre, d'espèces, de tout, et de classe sociale, comme je disais. Mais Ah oui, je c'est pense vrai. que ça, c'est un truc qui, en tant qu'adulte, c'est quelque chose qui est intéressant, et que, bizarrement, les
les gens de droite ne comprennent même pas ça, alors que c'est le truc le moins subtil Mm. de la saga. Maintenant, je vais vous proposer un autre exercice peut-être un peu plus compliqué. Après, vous étiez un peu plus âgé que moi dans les années 2000. Donc, quand la prélogie sort, Oh, est-ce que ces messages qu'on a un peu identifiés sur la trilogie, ces messages, donc on va dire antifascistes, anticoloniaux, inclusifs, voire féministes, contre les dérives autoritaires, est-ce que ces messages de la trilogie, quand la prélogie sort, est-ce qu'ils sont encore, disons, progressistes à cette époque-là, dans les années 2000, ou c'est juste la norme pendant ces années-là, et c'est juste la norme qui est l'égalité des sexes, c'est juste la norme qui est l'égalité entre les personnes de toutes les origines, sur Terre. Est-ce que c'est juste la norme d'être contre le fascisme? On se rappelle que dans les années 2000, les votes extrême droite étaient ultra minoritaires. Donc, est-ce que quand la prélogie sort, finalement, les messages de la trilogie sont encore considérés comme progressistes ou ils étaient, entre guillemets, juste la norme? Euh, Déjà, le message de la prélogie, au moment où il sort, c'est juste attention à l'arrivée du fascisme qui peut arriver malgré nous. Du coup, je pense pas que ça soit si progressiste de ça de le dire à un moment où tout peut sembler bien aller. Mais en Alors, plus de ça, celui de la ouais. prélogie, oui, mais les messages de la trilogie, Ah, de la quand trilogie, pardon. voilà, Ok, quand la oui, oui, prélogie sort. Ah oui, et là en l'occurrence, oui, oui, c'est la trilogie dans les, même nous quand on était enfants, j'ai envie de dire quand on a découvert la trilogie, c'était certes une boussole morale quelque part, mais c'était enfoncer une porte ouverte aussi, quoi. Faut ouais, pas c'est ce dire. que j'allais dire. J'allais dire, c'était basique, tu vois. Ouais, c'est comme ça, tu vois. Même si ça reflétait pas forcément le monde qui est, comme tu dis, bon, au début des années 2000, on a quand même eu en 2002, au second tour, le borgne, je me souviens plus de son nom, Le Pen. Le père Le Pen. Donc, je pense qu'on était déjà à une époque où on pouvait voir le fait que, justement, tout ce qu'on pensait être basique n'était pas forcément intégré partout pareil, on va dire. Mm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Euh, Oui, c'était un parce peu que un- moi, je me un souviens, en visionnaire. 2002, voilà. 2002, moi, j'avais 9 ans au moment des élections. J'allais avoir 10 ans bientôt. Et je ne comprenais pas, parce que pour moi, justement, j'avais grandi avec les trucs antifascistes et tout ça. Enfin, mon enfance, c'était basiquement Harrison Ford qui se bat contre des fachos. Comme j'ai dit, ma mère avait un crush sur Harrison Ford, donc j'ai vu beaucoup Indiana Jones et Star Wars dans mon enfance. Et du coup, tout ce qui était politique raciste et tout ça, c'était genre, non, c'est de la merde, c'est pas bien. Et j'étais très choqué de voir un peu comment le monde était différent de ce que je pensais. Et du coup, pour moi, la trilogie, même si son côté politique est assez intemporel, il avait été, je veux dire, quelque part phagocyté par justement les mauvaises personnes et tout. Je veux dire, c'était qui un connard de politicien il y a pas longtemps. Non, pardon. Est-ce que vous avez vu le dernier Knives Out? Oui. Oui. À un moment, il y a un personnage. Je vais pas spoiler vraiment, mais il y a un moment, il y a un personnage qui. Enfin, il y a un échange. Évidemment, Rian Johnson, vous savez, il a écrit et réalisé Star Wars épisode 8. Et il y a un personnage de petit facho, grifter d'extrême droite qui veut se lancer en politique. Et à un moment, il fait un parallèle avec Star Wars. Et basiquement, il dit des trucs que les méchants dans Star Wars diraient, et après, il se réclame des rebelles.
C'est ça, oui. c'est rigolo, Mm. tout ça. Le truc, c'est que c'est quelque chose que, de nos jours, on voit énormément. Et, Oui, mais de et, nos et jours. je pense que... et de nos jours, de nos jours, Mm. mais je pense que déjà à l'époque, c'était là que ça commençait dans les années 2000. C'était là où on pouvait se imaginer oh, les rebelles, c'est les gentils. Et moi, je suis gentil. Je peux pas être méchant. Du coup, je suis un rebelle. Même si j'ai exactement les mêmes, les mêmes opinions que Palpatine. Mais Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais du coup, tu vois, je rebondis un peu, mais en 2002, moi par exemple, j'avais 15 ans, donc un peu plus âgé, c'est vrai que c'était le choc à l'époque. Et en fait, c'était le choc de découvrir que c'était une opinion plus populaire qu'on ne le pensait, cette extrême droite. Voilà. Mhm. Populaire dans le sens, Moi, j'étais des choqué gens que y ça adhéraient. existe. Voilà, des gens y Voilà. adhéraient. Et le fait est que, de toute façon, on voit toujours un film sous le prisme de de ce dont on est persuadé. Hein. Il suffit de voir comment Matrix, il a été complètement détourné au départ de son message initial. Exactement. Alors que c'est pourtant pas très subtil, Matrix, quoi. Oh, c'est un super exemple Et parce du que coup, pardon. Ouais, non, pas de souci. Le Star Wars, ça m'étonne pas parce que Star Wars est extrêmement manichéen et ça devrait être facile de définir la limite entre le bien et le mal dans Star Wars. Malheureusement, le simplisme, on va dire, apparent à l'écriture des films entre les deux camps fait que les personnes qui sont persuadées d'avoir raison peuvent facilement s'identifier au camp du bien, quand bien même, en fait, les idées nauséabondes les rapprocheraient plus du camp de l'Empire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'en 2000, c'était déjà un peu le cas. Alors oui, tout à l'heure, je disais, quand on a grandi avec, on avait l'impression que c'est un peu d'enfoncer des portes ouvertes. Par contre, en 2000, je pense que c'était déjà un peu moins le cas, ouais. Mhm. Et donc, aujourd'hui, avec des séries comme Andor, dont j'espère qu'on reparlera d'ici quelques mois, est-ce qu'on ne revient pas finalement aux messages originaux de la trilogie? On va rester encore une fois sur la trilogie. La prélogie est finalement qu'une justification des messages de la trilogie. Donc avec Andor, est-ce qu'on ne revient pas aux messages originaux de la trilogie à cause d'une régression, on va dire, dans le monde qui est j'allais dire de plus en plus apparente, mais bon, aujourd'hui, il y a plus de doute. Elle est totalement apparente. Ou est-ce que finalement, le monde n'avait, et c'est plutôt ce que vous avez l'air de dire, le monde n'avait jamais progressé. On avait juste l'illusion d'une société, peut-être dans les années 90, début 2000, plus inclusive, plus égalitaire. Mais c'était qu'une illusion et aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Andor, en soi, ils ont mis dans un tiroir la subtilité. Andor n'est pas subtil dans le message qui passe. Et oui, c'est le même message que celui qui aurait dû être passé à l'origine, mais il est quand même dit vachement plus concrètement. Ce message, il est passé de manière beaucoup plus concrète. Bah, si je dois refaire l'analogie avec Matrix, c'est comme le dernier Matrix qui est sorti, Mais c'est qui ce a que décidé de font. foutre, qui a décidé de foutre la subtilité pour repasser et redire le message des films d'origine en C'est disant pour ça mais que je disais, vous vous trompez quoi. c'est un excellent exemple Mais quand ouais. t'as dit Matrix. Je pense exactement à ça. C'est ça, pour moi, Andor, c'est le dernier Matrix. Je sais plus son nom, malheureusement, Renaissance, je crois. Je sais plus. Peu importe. Résurrection. Résurrection. Et pour moi, c'est le même effet, on va dire. Il rappelle Mais c'est effectivement le message de la trilogie d'origine, mais la subtilité en moins, quoi. C'est ce que fait aussi bah, Ryan justement. Johnson avec ses Knives Out. Hein. Exactement. Oui, exactement. En La fait, SWAT. je pense que c'est un truc qui est très intéressant. Que là, on parle de la trilogie originale. Qu'est-ce que la trilogie originale rate? Eh ben, je pense que... Et c'est un truc que j'ai toujours trouvé que c'était bien foutu dans la postlogie, notamment The Force Awakens. Ce que la trilogie originale rate, c'est que c'est peut-être... C'est con à dire, hein, mais c'est peut-être trop subtil. Quant à... Mais toutes les œuvres de l'époque discours étaient comme ça. hitlérien...
Exactement, mais justement, c'est exactement ça. Quand t'as Hux qui fait son discours à Nuremberg et qu'à la fin les Stormtroopers lèvent le poing, t'as pas la place pour le doute. T'as pas la place pour dire oh ça peut être n'importe qui à leur place, tu vois, tu peux pas les remplacer. C'est pareil quand dans Matrix 4 ils disent allez vous faire foutre les fachos. Arrêtez de vous réapproprier nos trucs. Ça laisse pas la place au doute. Quand tu regardes les Knives Out, ça te dit les choses directement. Et oui, évidemment, il y a de la vertu dans dans la subtilité et tout ça, mais je pense que ce que certains cinéastes et créateurs en général de nos jours ont tiré comme leçon de, justement avec Andor c'est le cas, ont tiré comme leçon de la trilogie originale, c'est non seulement ces messages, mais aussi le fait que c'était pas suffisant. Parce que regardez le monde dans lequel on vit de Oui, nos mais jours. le contexte de l'époque est aussi différent. Quand la trilogie sort, on est quand même dans une ambiance plus jamais ça. Ça semble impossible que le fascisme Exactement. réapparaisse. Donc Lucas, il essaye plus d'axer son message, on va dire, sur l'anticolonialisme, sur l'anti-impérialisme, ingérence des États-Unis, que sur la montée du fascisme. Ça, il va davantage le mettre dans la prélogie, parce que il se rend compte de ce qui est en train de se passer. Et d'autres après lui, une fois qu'il l'aura vendu, vont eux aussi y aller, comme tu dis, beaucoup plus franco et ne laisser aucune place au doute. On est dans des contextes finalement assez différents à 50 ans d'écart. Ouais, tout à fait. Et en cela, c'est ce que vous dites tous les deux revient à répondre à la question initiale, qui était que on a besoin de ça aujourd'hui parce que le contexte a changé. Et la question initiale sur le fait que est-ce qu'il y a eu une régression ou non sur ces sujets, concrètement oui, en fait. Et c'est ce qui amène à devoir faire ainsi. Est-ce que Lucas aussi, il a pas... Est-ce qu'à cette époque-là, on est quand même sur l'Hollywood des années 60-70, un Hollywood qui sort du McCarthyisme. Donc, pour rappel, hein, rapidement, le McCarthyisme, c'est une chasse aux sorcières qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 50. C'était un sénateur républicain, Joseph McCarthy, qui s'est mis à chasser les communistes dans tous les États-Unis. Manque de peau, il a dû en attraper 3 vrais et des milliers de faux, enfin de faux, des milliers qui ne l'étaient pas. Il y a eu des morts, il y a eu des exilés, il y a eu des gens qui ont perdu des dizaines de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi à cause de cette chasse aux sorcières. Il y a des livres qui ont été interdits, qui ont été détruits. Et à la fin, tout le monde s'est rendu compte que ça servait à rien, que c'était faux, et le Je suis pas sénateur d'accord. McCarthy a fini par être renvoyé. Voilà. Ouais. Et notamment, ils ont essayé, avec cette purge, de mettre au pas Hollywood, qui était rempli d'idées socialistes, d'idées progressistes, et ça plaisait pas au pouvoir en place. Et il y avait notamment une liste noire de prétendus artistes, réalisateurs communistes qui ne pouvaient tout simplement trouver aucun travail à Hollywood. Donc, dans les années 60, on est quand même 5-6 ans après la fin du McCarthyisme. Donc, on est quand même sur une Hollywood un peu traumatisée. Donc, est-ce qu'il fallait mieux, quand on sortait des films comme Star Wars avec un message politique fort, éviter d'y aller franco dans le message? C'est ce qu'on voit un peu avec Apocalypse Now, qui a été repoussé. La sortie a été repoussée pour sortir presque 10 ans après la fin de la guerre du Vietnam. C'est intéressant. Alors déjà,
Désolé, je vais te laisser parler juste après, Ika, hein. Mais Vas-y. je trouve que t'es bien gentil avec eux parce que euh, ils en sont pas vraiment sortis du macartisme parce que de nos jours, on le voit clairement avec les choix qu'ils font, la majorité des Américains préfèrent sombrer dans le fascisme plutôt que d'entretenir possiblement des idées socialistes. C'est ancré dans dans leurs idées politiques les plus basiques, même leur gauche entre guillemets. Il y a cette bouffonne de Kamala Harris, je crois, il y a pas longtemps, qui disait que ce que faisait Trump, c'était comme les communistes. Ils sont matrixés. On parlait de Matrix juste avant. Mhm. Ils sont complètement dingos avec tout ça. Le macartisme, ça a un impact qu'on voit toujours de nos jours et ça fait des énormes dégâts. Et du coup, Tu prends de est-ce que l'avance c'est sur mes représenté questions. dans la saga? Oui. Euh, et je pense que le macartisme est beaucoup plus présent dans la prélogie, justement parce que c'était encore plus loin et tout ça, que dans la trilogie originale. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils étaient moins chauds de ne pas avoir, comment dire, de ne pas être plus rentre dedans avec leurs idées. Mais j'avoue que j'y ai jamais pensé, donc je peux pas, je peux pas te dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ika? Et en fait, j'avais vraiment jamais fait un lien entre le macartisme et Star Wars. Mais même, par exemple, la chasse aux Jedi et tout ça, on pourrait, hein, avec l'ordre Bien 66. sûr, bien sûr. Mais j'avais jamais fait ce lien-là. Là. C'est quelque chose qui se connecte dans ma tête d'un coup. Euh, ni l'influence que ça avait pu avoir. Parce que c'est vrai que pour moi, le McCarthy, c'est un mec... Enfin, c'était quoi? C'était années 40, 50? 50. Ouais, C'est ça? c'était les années 50. Ouais. Entre Ouais, 50 et 54. ok. Ça me paraissait tellement éloigné que j'imaginais pas en fait l'empreinte que ça pouvait avoir encore après sur Star Wars. Sachant C'est que trop. ça s'est terminé... ça s'est terminé... Ouais, c'est ça, il y avait toujours un soutien américain fort et un soutien populaire fort derrière ces idées-là. Puis qui n'était pas que contre les communistes d'ailleurs. Hein. De souvenir, ils chassaient aussi Oui, bien sûr. les personnes homosexuelles, je crois. Oui, il y a Oui, eu. il y Enfin, ça a commencé par les communistes, Et mais puis c'est les toujours personnes de pareil. couleur. ça. Ouais. Après, c'est parti sur les socialistes, les libéraux, les pacifistes, les syndicalistes, les homosexuels et ceux qui Bien se sûr, battaient ok. pour les droits civiques. Oui. Classique shit. Les, Ok. les, Ouais, les- Ouais, et du coup, ouais, le full j'avais package jamais fait ce habituel. lien-là, moi. Donc j'ai du mal Mhm. à exprimer un avis là-dessus parce que j'avais jamais pensé que ça avait pu avoir une influence au moment du tournage de Star Wars, en effet. Mais ouais, comme je dis, ça a toujours de l'influence de nos jours, donc il n'y a aucun doute que ça l'était à l'époque, dans tous les cas. Quelle est l'influence exacte? Je saurais pas dire, mais je trouve ça intéressant justement parce que c'est vrai que ça recontextualise tellement de choses que on dirait par exemple, bah tout ça, tout ce qu'il y a dans l'Empire, ça, c'est des, comment dire, c'est des trucs représentatifs du fascisme. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les Américains, ils sont énormément aussi euh, centrés sur eux-mêmes. Et même quelqu'un qu'on aime bien comme George Lucas est beaucoup plus influencé par ce qui se passe chez lui, là-bas aux États-Unis, que par la politique mondiale des années précédentes. Et du coup, je trouve ça très intéressant qu'effectivement, des fois, ce qu'on perçoit comme des trucs, oui, bah, c'est inspiré du nazisme, c'est inspiré des régimes, des régimes fascistes à travers le monde et l'histoire, que parfois, c'est vrai que, les États-Unis, Mais peut-être que c'était juste totalement d'actualité, ou en tout cas, les années 50, c'est là qu'il est né aussi. Donc lui, il est né quand 55? Non, 55, pardon. un truc comme ça. Attends, Ouais. il est né quand? Il est né quand, ce bâtard? Je te laisse vérifier, mais
il y a un truc, c'est Non, que il est né en 44. 44, voilà, c'est 44, ça. ouais. Il est né en 44. Donc il a connu lui, ces il années. est- Enfin, il était baby-boo. il a et, grandi là-dedans. Effectivement. Il a grandi dans les années 50. Et forcément, ça l'a influencé. Mais Forcément. bien sûr, enfin Lucas, enfin ouais. Je pense qu'il faut pas non plus voir. Enfin, Lucas, c'est quand même très très loin d'être un communiste. Hein. Et Non, c'est clair. et je pense que Star Wars, ouais, Star Wars est plus une critique de l'impérialisme américain qu'une idée de protéger des idées socialistes ou quoi en fait. Hein. Oui, c'est c'est vrai. très. De toute façon, enfin, Non, nous en tant qu'Européens, on voit ce une qui autre vision prend- de la chose, mais non, ce qui c'est prend dans très le américano-centré. ce qui prend dans le macartisme, ça va être le côté personne accusée à tort. C'est ça qui l'intéresse. C'est cette chasse aux sorcières de personnes dont le seul tort, ça a été de vouloir, entre guillemets, aider son prochain. Et là, on est totalement dans le Jedi de la prélogie, qui veut juste appliquer la loi, la justice, la paix, et qui va se retrouver condamné à mort par un ordre 66, dont le seul tort était de vouloir faire le bien. Mais ça, voilà, par rapport à la prélogie, comme je disais tout à l'heure, j'arrive à faire un lien assez direct. Je vois l'influence directe entre la chasse aux Jedi, etc. Par contre, sur la trilogie d'origine, non, sur la trilogie, je ressens beaucoup. Enfin, j'arrive pas vraiment à percevoir cette influence. non, sur Il était la. encore trop jeune. Donc non, le macartisme que je mentionnais, alors bien évidemment qu'il est présent dans la prélogie, ça ne fait aucun doute. Là, c'était est-ce que finalement Lucas n'a pas mis de l'eau dans son vin, avec un propos politique peut-être un peu moins fort à cause de l'Hollywood encore traumatisé par le macartisme, pour éviter de se faire rouspéter par non plus Nixon, puisque Nixon avait été déchu par l'affaire du Watergate, par son successeur Gerald Ford, ou celui qui est venu encore après, Jimmy Carter. Et donc justement, comme on parle... Pardon. J'ai cru que tu venais de poser une question. Non, J'étais en train d'halluciner parce que Jimmy Carter est mort à 100 ans. Voilà, c'est tout. C'est tout. Désolé. Bah oui, il est mort l'année dernière, je crois. Il y a 2 ans, décembre 2024. Oui, l'année, enfin, il y a un an. Ouais, ça fait un an encore. Un an et oui, 2 mois. Ok. Oui. Et donc justement, comme on parle un peu des présidents américains, est-ce que le côté Sith de Palpatine, maintenant qu'on sait que Palpatine c'était Nixon, est-ce que le côté Sith de Palpatine, qui représente la corruption de cet empereur, n'est pas finalement la métaphore parfaite pour, on va être sincère, la plupart des politiciens dans le monde? Donc le côté Sith, avoir égoïste, avoir du pouvoir. C'est ça, la recherche de pouvoir, avoir du pouvoir. Exactement. Et rechercher toujours plus de pouvoir Exactement. au travers de manigances et de... Ouais, c'est... Et le garder surtout. Et tout faire pour le garder surtout, oui, exactement. Ouais, totalement. C'est une image... Mais même, j'ai envie de dire, dans la trilogie d'origine, avant que Palpatine apparaisse, on a vraiment cette sensation que le chef de l'Empire, c'est Vador. Enfin, l'épisode 4, je sais même plus si on évoque, ne serait-ce qu'évoquer l'existence de Palpatine. Oui, il est évoqué au moment où Tarkin dit que l'empereur a dissous le Sénat. Ah Ouais. voilà, ouais. Et c'est vrai, ouais, c'est dans l'épisode 4. Mais de fait, il y a aussi ce côté qui répond à beaucoup de fantasmes imagés de la politique en cliché, hein, des marionnettes. Enfin, Palpatine, c'est un marionnettiste. Et en ça aussi, il répond vachement à l'image qu'on peut avoir de politique politicienne. Ce qui est drôle sur Palpatine, c'est que à l'origine, hein, dans les premiers scripts de Lucas, et on retrouve ça un peu dans la novélisation de l'épisode 4 qui est sorti avant le film, Palpatine était la marionnette.
c'était la marionnette d'un genre de conseil de l'ombre des Moff. Donc c'était plutôt Tarkin qui dirigeait l'Empire et était manipulé par ce conseil obscur de Moff. Il avait transformé la République en empire sur leur conseil. Et c'était lui la marionnette dans les tout premiers scripts de Star Wars et entre guillemets le seul Sith à l'époque, c'était Vador. Bah, en fait, ça colle d'autant plus à ce que je dis, parce que souvent on imagine les politiques instrumentalisés par d'autres, enfin, qui sont les marionnettes d'autres, quoi. Mais là, ça serait con parce que ça serait donner du grain à moudre à des théories conspirationnistes Ouais, américaines assez navrantes. Ouais. Il faudrait que je relise le passage dans la novélisation, mais je crois même que c'est suggéré qu'il est manipulé par... alors Des reptiliens. Non. Non, Illuminati. non, quelque chose de beaucoup plus plausible et qui semble plus ou moins réel aujourd'hui, par des milliardaires. Ok, ouais, ça, tu vois. Mais ça, c'est un truc qui est intéressant parce que. Non, mais non, c'est pas le sujet. Ferme ta gueule. Ouais, mais du coup, oui, c'est ça. Mm. Ça tombe sur une. Mais en fait, c'est quelque chose qui nous paraît probable aujourd'hui, mais qui était déjà une idée assez répandue dans les années 50. Hein. Évidemment. Et donc, en allant un peu plus loin, le côté obscur qui, je le rappelle, puise dans la colère, dans la haine, dans la peur, est-ce que c'est pas aussi une belle métaphore des extrêmes racistes et xénophobes qui, eux aussi, puisent dans la phobie, dans tous les mots qui finissent en phobe, la peur, pour gagner des voix et avoir le pouvoir. Et tu sais, ce qui est intéressant et que j'aimerais bien voir, c'est con, hein, c'est pas le sujet, mais j'aimerais bien qu'on voit plus de manipulation de la peur de la part des méchants dans Star Wars, parce que ça fait, et c'est justement ce qui fait que, ce qui alimente le côté obscur. Et je trouve que c'est un truc qui est justement pas énormément, c'est dit plus qu'autre chose, et montré quelquefois dans la trilogie originale, mais la façon dont c'est présenté là, c'est plus d'un côté personnel plus que enfin, ça c'est la façon dont je le vois, c'est que c'est plus ta propre peur à toi, ta propre colère à toi qui est personnelle et tout ça, plus que dans un contexte politique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est présent, le mais contexte politique, on l'a. Bon, avec la prélogie, hein, la peur des Jedi pour former un empire. Oui, mais ça, voilà, c'est la peur des séparatistes pour créer une guerre. Le côté politique, oui, voilà. oui, on l'a. Après, on a quand même la peur d'Anakin de perdre Padmé, qui fera de lui Vador. Encore une fois, c'est dans la prélogie, pas la bien trilogie sûr. originale. C'est pour ça que je dis spécifiquement dans la trilogie originale, c'est beaucoup plus des choses, tout ce qui est Sith et tout ça, c'est beaucoup plus pour tout ce qui est personnel, spécifiquement pour Luke et Vador d'ailleurs, que quelque chose qui est plus global comme ça a pu l'être par la suite. Tu l'as un peu dans le combat final de Luke contre Vador, quand Vador mentionne Leia, et donc Luke a peur de perdre Leia. C'est toujours personnel. Oui, mais à ce moment-là, il tend vers le côté obscur. Enfin, il y a ça, et puis il y a Yoda et Luke. Hein. Enfin, tu auras peur quand Luke dit qu'il a peur de rien. Enfin, oui. Je veux dire, non, mais c'est quand même présent dans la trilogie d'origine, mais c'est vrai que c'est pas un trait qui est très forcé. C'est pas énormément lié, je veux dire, au côté politique. C'est ça que je veux dire. Non, mais en fait, ouais. Pour répondre à la question, moi je dirais que oui, c'est une belle métaphore. Par contre, c'est peut-être quelque chose qui est un fil qui est pas assez tiré et qui est pas assez présent pour que ça soit quelque chose qui saute vraiment aux yeux, quoi. Mais c'est vrai que c'est une métaphore qui marcherait. Lucas reprenait une citation de Nixon qui disait, faut que je la retrouve,
mais en substance, les gens marchent à la peur et non à l'amour. C'est Nixon qui disait ça. Ouais, Vraiment un brave type jusqu'au bout. Hein. ouais. Vraiment, ils sont tous super sympas, les politiques. Hein. Franchement. Les gens réagissent à la peur et non à l'amour. Voilà. Non, mais en soi, en soi, ça fonctionne. Il a Oui, raison. oui, non, Et mais ça se voit, et ça se voit dans le je sais contexte très bien ce actuel. qu'il veut dire. Mais ouais. Absolument. La peur et la haine, ouais. Ça, Et c'est. ça fonctionne dans le c'est monde sûr. réel, ça fonctionne dans Star Wars au moment de la prélogie, c'est quelque chose qui fonctionne, oui, bien sûr. Absolument. On en a un peu parlé au début. Moi, je dois vous avouer qu'il y a beaucoup de choses qui, quand j'étais adolescent ou enfant, me semblaient vraiment invraisemblables devant Star Wars, viennent à prendre tout leur sens aujourd'hui. Avec ce qu'on nous a enseigné à l'école, sur nos pays, sur notre histoire, nos lois, notre démocratie, les leçons qu'on a essayé de nous inculquer, les leçons de l'histoire, ça nous semblait impossible, en grandissant, de voir une démocratie chuter par la peur, l'égoïsme, la corruption. Euh, j'ai souvent l'impression d'être la seule personne abasourdie qui semble se rappeler que sur les frontons de nos mairies, il y a quand même écrit liberté, égalité, fraternité. Donc vraiment, les notions, C'est censé être des bases, quoi. voilà, les plus basiques. Et finalement, quand on était un peu ennuyé devant une ouverture d'un épisode 1 qui nous parlait de taxation de routes commerciales et qu'aujourd'hui on a un président de l'autre côté de l'Atlantique qui taxe à tort et à travers les routes commerciales et qui représente à lui seul une démocratie qui est en train de chuter, chose qui nous semblait, en tout cas qui me semblait impossible. On peut se demander si Star Wars n'a pas toujours été plus que précurseur et visionnaire sur ces aspects-là. Vraiment, hein, je reparle des routes commerciales parce que je sais que ça avait saoulé tout le monde, cette histoire de routes commerciales dans l'épisode 1. Personne ne comprenait en quoi ça pouvait être lié à la chute d'une démocratie. Aujourd'hui, on s'en rend vraiment compte. On s'en rend compte de notre point de vue, effectivement. Et puis bon, le coût des routes commerciales, c'est vraiment quelque chose de très... Ouais. Est-ce que c'est un grand hasard ou pas? C'est une bonne question. Après, la surprise par rapport à ça, enfin, c'est peut-être parce que j'ai grandi dans une famille... Enfin, j'ai toujours entendu ma mère parler de ses droits de femme et dire que rien n'était jamais acquis pour toujours. Par exemple, tu vois, ça c'est quelque chose... Ouais. J'ai grandi avec ça et du coup je suis pas si surpris de ça, de la situation dans laquelle on est. Je la déplore. Je fais de mon mieux à mon niveau militant, surtout depuis 2 ans à peu près. Mais je n'ai pas la surprise en vrai Du coup, Star Wars, ce qu'il dit, c'est que rien n'est jamais acquis, même sur les démocraties et tout. Moi, j'ai envie de dire, on a appris en histoire que c'était le cas, et j'ai eu l'impression d'entendre ça toute ma vie, donc c'est pas Ouais. vraiment une surprise, en vrai, de mon côté, en tout cas. Et c'est marrant, je voulais en parler tout à l'heure quand tu parlais de quand on était enfant. Qu'est-ce que c'était? Ce truc de. Ce côté, est-ce que c'était. Je me souviens plus exactement, mais je voulais dire, pour nous, qui, quand on était enfant, on va pas se mentir, on était plutôt privilégiés, on va dire, dans notre vie en général, parce que on vivait pas dans un pays en guerre, parce que couleur de peau, tout ça, parce que pour plein de raisons différentes. Mais ce côté, ah voilà, c'était par rapport à la régression. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ça, la politique mondiale de nos jours. C'est pas tant une régression que ce que les minorités, globalement, voyaient tous les jours. Maintenant, c'est visible pour tout le monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Ouais, tout à fait. C'est pour ça que ce que tu dis, Ika, je suis totalement d'accord, ce côté. Les droits, ils sont acquis, mais ils peuvent être repris, et on le voit totalement maintenant. Et c'est quelque chose que, parce que
on vivait à une époque dans notre jeunesse où c'était encore et on était sur un équilibre qui était encore relativement stable. On va pas aller dans un truc hyper politisé et tout ça, mais parce qu'on n'arrêterait jamais, mais notre vision était peut-être pas la même que d'autres personnes. Hein, on est tous nés avec des zizi ici, par exemple, et exactement comme dit Ika, il y avait des choses que même nos mères, basiquement, pourraient attester. Le monde, il était déjà fucked up quand on était jeune. Mais c'est-à-dire que là où je te rejoins, c'est qu'en plus, on a connu des avancées récentes, des avancées importantes et qui nous concernent aussi. Enfin, je pense que Tunak et moi, on a vraiment des avancées très importantes qu'on a connues en France de notre vie d'adulte, en fait. Mhm. Donc, il n'y a pas de... Ça, c'est une lutte qui finit jamais. Et comme c'est une lutte, on peut perdre dans la lutte aussi. Et donc perdre des droits, quoi. Le problème, c'est que, ouais, c'est ça. Peut-être que quand on était gamin, on s'en rendait moins compte parce qu'on était gamin. Et en plus, de par la couleur de peau, et comme tu dis, le fait qu'on soit né avec des beats, bah forcément, ça... Il y a des choses qui nous sont passées sous le nez, quoi. Mais qui étaient déjà là, et en termes de lutte, qui n'ont jamais cessé d'être là. Ouais. Donc dans ce cas-là, on peut dire que Star Wars était finalement une mise en garde un peu prophétique. Est-ce que c'était prophétique ou est-ce que c'est réaliste? Moi, la façon dont je le vois, c'est l'histoire qui, malheureusement, et se répète en boucle. Et il y a des choses qui, malgré tout, deviennent meilleures malgré cette répétition. Je dis, c'est compliqué d'expliquer parce que ça, c'est très personnel, mais je pense que on a tellement de choses qui ont avancé que je peux pas me dire que tout a régressé. Mais en même temps, on se retrouve dans la situation que, bah oui, si tu fais une œuvre qui parle du passé de manière politique, il y a de fortes chances que quelques années plus tard, ça se répète et que tu as ce côté prophétique. Et je pense qu'il y a plein d'œuvres comme ça qu'on pourrait citer où c'est des choses qui s'inspirent de l'histoire avec un grand H. Donc, et qui au final se voient maintenant dire oh là là, et ils étaient malins, ils savaient que ça allait arriver, alors que non, c'est juste que le mal n'évolue pas. Et je trouve que ça pourrait être un super sujet pour un épisode entier. C'est que tout ce qui est bien a beaucoup avancé de son côté, mais le mal est toujours le même, que ce soit dans la fiction et dans la réalité. Je vais aller même au-delà de ça. Je dirais que Star Wars, plus que prophétique, c'est juste un outil de son temps. Enfin, la lutte, elle est sur plein de parcours. On parle de politique depuis tout à l'heure, mais la lutte, elle est aussi culturelle, par exemple. C'est bien super important. Et je suis désolé pour Asmodée qui rentre sur l'enregistrement. Et miaou. Baby Shark. Et Obi-Wan aussi, d'ailleurs. Et du coup, Star Wars, c'est un produit qui a servi la lutte culturellement au niveau des messages qu'il fait passer. Et malheureusement, comme tous les autres produits de son genre, c'est pas le seul. C'est que ils sont amenés à être réutilisables autant de temps qu'on aura besoin de lui dans la lutte, tant qu'elle sera pas gagnée définitivement. Est-ce qu'il sera jamais le cas, ou si, il faut espérer que ce soit le cas un jour, mais malheureusement, c'est juste un outil de cette lutte culturelle de son temps. Donc Nixon, Bush, Trump, l'Empire, le Premier Ordre. Tout ça, c'est des héritages les uns des autres. C'est complètement ça. C'est un cycle sans fin. On est obligé de revivre les erreurs sans du passé. Fin, je sais pas. Sans fin, je sais pas. Non. Parce qu'il y a toujours une ligne de front à l'avance. Sans fin, je n'irais pas jusqu'à dire ça. Je
dis pas qu'on répète les erreurs du passé, il y a des choses qui changent, quand même. Et la fenêtre d'Overton, elle change aussi, tu vois. Mais ouais, c'est sans être sans fin, il y en a un qui hérite d'un autre, quoi. Je sais pas si c'est un biais de l'époque qu'on vit, mais j'ai l'impression que nos fachos, ils sont quand même beaucoup plus cons que ceux d'il y a bientôt 100 ans. Non, je pense qu'ils étaient cons, pareil. Je pense que c'est la différence majeure, c'est que on peut beaucoup plus les entendre de nos jours à cause des réseaux sociaux, à cause d'Internet et tout ça. Et aussi, justement, alors ça c'est un truc aussi qui est très très moderne. Justement, peut-être qu'ils sont pas si nombreux qu'ils ont l'air de l'être sur Internet. Il y a les bots, il y a tous ces trucs comme ça. Les gens... une caisse de résonance. Exactement. Parfois, on dirait que le monde est sur le point d'exploser, alors que c'est plus nuancé que ça. Et c'est difficile de se le dire, hein, parce que on dirait vraiment des fois que c'est la... Après, il y a quand même, on vit quand même une époque compliquée. Voilà, c'est ça. À titre personnel, là, je vois, il y a à peine 2 jours, j'étais en formation VSS. Et cette formation a été prodiguée dans le cadre du Parti communiste français. Même si je suis pas encarté chez eux, c'est eux qui prodiguent cette formation. Et ils parlaient, eux, en interne des problématiques qu'ils avaient aujourd'hui avec les fachos et du nombre de locaux qui sont détruits. Et que plus que jamais, on a besoin des AS, qu'ils appellent les AS, c'est les anciens services d'ordre du parti. Et c'est à ça que je participe pour encadrer des festivals et des manifs, c'est tout. Mais juste, il disait, plus que jamais, on a besoin des AS parce qu'aujourd'hui, les locaux des fédés sont visés. Et rien qu'en 2025, ils ont perdu 6 locaux. Plus 1 où, à force de dégradation, ils ont perdu la possibilité de l'assurer, donc ils ont perdu leurs locaux. Donc, et ça, c'était pas le cas il y a 30 ans. C'était pas le cas il y a 40 ans. Donc on vit quand même une période... Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, c'est chaud, quoi. Oui. Et ça revient au même que ils sont toute cette saloperie que des gens pouvaient voir de manière plus personnelle, maintenant ça devient de plus en plus public. On rappelle, justement, dans les années 50, 60, 70, et toujours de nos jours maintenant, mais il y avait aussi énormément le Ku Klux Klan qui était à fond aux US. Ça targetait pas tout le monde, mais ils étaient là. Il y avait des gens qui payaient cher juste pour la façon dont ils étaient nés et tout ça. Et c'est pour ça, justement, je trouve ça intéressant que quelque part comment dire, je pense pas qu'on est qu'on est obligé de reproduire les erreurs du passé. Je pense pas que c'est un cycle sans fin. Par contre, je pense pas que c'est le dernier cycle. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important que les œuvres de pop culture, notamment, et de culture en général, mais les œuvres de pop culture notamment, libèrent leurs paroles politiques et soient beaucoup plus in your face. Exactement comme je disais tout à l'heure avec Hux. On parle de l'Empire du Premier Ordre. L'énorme différence entre l'Empire et le Premier Ordre, c'est la façon dont ils sont représentés. Et le Premier Ordre, non seulement il est en mode c'est les fachos, mais en plus, les personnes qui sont à la tête de cet empire fasciste, c'est un gars qui a pas envie d'être là, un mec qui est vieux, qui est les caricatures du milliardaire qui est là juste parce que et le mec le plus ridicule que t'as jamais vu de la vie, que personne, même dans son entourage, ne respecte. Et ça, je trouve que c'est une des choses qui sont assez réussies, c'est de nous montrer les fachos, c'est de la merde. Vous voulez pas rejoindre les fachos parce qu'ils puent. Est-ce que c'est suffisant?
Est-ce que c'est suffisant? Non. Et je dans un pense contexte que, où aujourd'hui il faudrait qu'on fasse plus. on arrive à pas comprendre Indiana Jones qui punch un nazi. Et là, il y a Et- pas de métaphore et tout ça. C'est littéralement un nazi et Indiana Jones. Enfin, je veux Eh ben, dire, dans un contexte où aujourd'hui ça arrive pas à passer comme message. Est-ce que c'est suffisant, quoi? ça c'est peut-être justement une ouverture à peut-être pour plus tard. Au lieu de prendre exemple sur les nazis, regarde ce qu'ils disent de nos jours. Il y a clairement un... Putain. Ils ont annoncé un nouveau Wolfenstein il y a pas longtemps. On va bosser sur un nouveau Wolfenstein. Et des gens qui disaient ah bah super, est-ce qu'ils en ont pas marre que ce soit tout le temps les nazis, les méchants. Ok, très bien. Bah, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est la solution? C'est d'arrêter de faire les nazis et à la place, faites des trucs plus actuels. Parce que les gens, les fachos actuels, ils sont pareils, ils ont les mêmes idées politiques. Et donc, c'est comme ça qu'on doit évoluer. À chaque trilogie Star Wars, la parole politique est de moins en moins subtile. Et je pense que c'est quelque chose qui doit continuer. Tu vas me permettre de poser Parce ma que c'est dernière comme ça qu'on question. Est-ce que finalement le message véhiculé par Star Wars, même pour la postlogie, Andorre est peut-être un peu plus à part, est-ce que le message véhiculé par Star Wars n'est-il pas trop enrobé d'effets visuels et de magie et de la force du côté obscur des sites pour qu'il en vienne ce message à être invisibilisé, voire même, dans certains cas, on a parlé de Matrix, détourné? Ah, mais arrêtez de mettre de la politique dans mon Star Wars. Ouais, c'est ça. Hein. Faut arrêter la politique. C'est ça. Non, bah, le problème, c'est que peu importe les efforts que tu vas mettre en place pour essayer de faire passer un message, si tant est que tu aies un message que tu as envie de faire passer, donc t'en passes forcément un, mais consciemment que tu choisi d'en faire passer un, il soit compris correctement. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a cette facilité à détourner, bah, c'est ce qu'on disait avec Rush il y a 2 secondes à propos des nazis qui sont et d'Indiana Jones. On arrive à détourner les messages avec une telle aisance. C'est pas une question d'effets spéciaux ou de fiction qui va changer les choses, quoi. Je sais pas comment aborder ce problème différemment, parce qu'on peut pas juste se dire, bah, on arrête d'essayer de faire passer un message, et juste on prend Star Wars pour ce que c'est. Enfin, déjà, ça sera jamais vrai. Il y aura toujours un message, et autant avoir le contrôle du message qui est passé, quoi. Absolument. Je pense pas que les effets... Enfin, après, tu peux nous dire ce que toi tu en penses, Lane. Mais je pense pas que c'est forcément ça. Par exemple, famously, la postlogie a beaucoup plus de effets visuels et tout ça que la trilogie originale. Et pourtant, ça n'empêche pas d'être souvent considéré comme la trilogie politique. Tu vois ce que je veux dire? J'ai beaucoup de mal à la considérer comme la trilogie politique. Enfin, Non, mais surtout à cause du 9. Surtout à cause du 9. Les 7 et 8, oui, bien sûr. Après, la représentation... Toi, oui, mais... Je trouve que Vas-y. tout ce qui est, on va dire, représentativité, avoir des personnes de couleur ou d'identité sexuelle et de genre différentes que de celles de la norme, pour moi, ça devrait juste être normal. C'est même pas politique. Ces gens existent, donc il n'y a pas de raison qu'ils n'existent pas dans le film. Est-ce que j'ai dit postlogie ou prélogie? Postlogie. Postlogie. Ah, pardon, je voulais dire prélogie. La prélogie, oui, et la trilogie politique, oui. Pardon, on est d'accord. C'est de ma faute. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Et le, je veux dire,
encore une fois, c'est pas forcément la présentation qui compte, mais c'est la façon dont c'est montré. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, la différence entre la présentation, c'est-à-dire les effets visuels Le et tout roupage. ça, et ce que ça raconte. Voilà. Et oui, je voulais dire prélogie, pas postlogie, pardon. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi, mais par exemple, justement sur ce petit lapsus entre prélogie et le postlogie, en fonction de ton point de vue, tu trouves pas la prélogie politisée autant que la postlogie. Les gens qui crient que la postlogie est beaucoup trop woke et que c'est beaucoup trop... ça appartient à un agenda politique, tu vois. Il y a, il y a plein de gens qui vont te dire que la postlogie est beaucoup plus politisée que la prélogie. Tout Ouais, dépend de mais ce qu'on c'est des gens considère comme politique. qui disent que politique, c'est dès qu'il y a des gens qui sont pas des. Ah oui, c'est exactement, des- c'est ça, oui, oui. Parce que moi, je parle de politique politique. Oui, bien sûr, mais Justement, c'est des malheureusement, c'est plus grosses. c'est pas juste parler de politique, c'est aussi les choix que tu fais dans ton film qui amènent les gens à politiser ou non le film. Parce que c'est ça le truc, c'est que tu peux essayer de faire passer tout le message que tu veux dans ton film. Si les gens le perçoivent pas correctement, t'as raté quelque chose. Pas forcément. Je pense que un des outils du fascisme. Non, mais je pense qu'un des outils du fascisme, justement, c'est comment dire, la malhonnêteté. Et le détournement. Oui, ça, je suis d'accord. Et il y en a beaucoup qui savent très bien que ils racontent de la merde. Mais aussi, ça fait des vues, ça fait de l'argent. Putain, j'ai pas regardé, mais apparemment aujourd'hui, il y a encore une chaîne YouTube de SF française qui fait une vidéo à plusieurs dizaines de milliers de vues, peut-être même plus, qui pour dire à quel point la postlogie c'est de la merde et c'est politique et machin truc et tout. Mais ils savent très bien, enfin c'est pour se faire du fric. C'est du grifting. Je suis même pas sûr que ce soit le cas toujours, en tout cas. Je pense que c'est ce truc un peu très moderne. Je sais pas si c'était comme ça dans le passé, je l'ai pas assez étudié, mais ce truc très moderne ça commence de manière c'est un peu comme tous ces trucs que on utilise de manière sarcastique ou tu sais, genre oh, j'utilise ce même là ou cette expression là de manière c'est pas sarcastique, c'est quoi le mot que je cherche Si, c'est ça, de manière sarcastique. Et au final, à force de l'utiliser, ça devient un vrai truc qu'on adopte et tout dans notre langage de tous les jours. Et je pense qu'il y en a beaucoup où ça commence par du grifting et à force d'être dedans, il se transforme vraiment comme ça en ces personnes-là de manière... Ils se radicalisent. Oui, mais si ça te rapporte quelque chose de te radicaliser, c'est parce que il y a des personnes que ça intéresse et qui sont d'accord avec toi d'office. Je pense qu'il y a aussi énormément de trucs où, et justement c'est un des gros problèmes, énormément de gens qui, je vais dire, hate watch et faire des trucs controversés, comme par exemple, comme je dis, le grifting, tout ça, de faire des trucs d'extrême droite hyper provoque et tout ça, ça amène des gens de tous les bords aussi. Et enfin, ça c'est une autre. Je suis désolé, hein, c'est une autre conversation totale. Mais c'est un truc qui est très présent dans le YouTube par rapport à Star Wars. J'ai vu beaucoup de gens même qui étaient plutôt de notre bord politique au départ, râler une fois sur un truc, voir qu'il faisait énormément de vues, et quelques années plus tard, et ben toutes leurs vidéos, c'est des trucs wokisme, machin truc et tout. Alors ça reste dans le thème, cela dit, hein, parce que le truc c'est que du coup, en effet, peu importe les effets spéciaux et l'enrobage que tu mets sur ton film, si on veut le détourner, on le détournera. Voilà, c'est ça. Il y a ce côté malhonnête en fait
de l'alt-right, de la droite en général, hein, vraiment. Je suis désolé pour les gens qui sont de droite, mais pas vraiment, parce que si vous êtes de droite, vous êtes malhonnête. Mais la malhonnêteté des arguments, et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est très dangereux et que Star Wars nous apprend assez bien que la négociation n'est pas possible avec des fascistes. Négociation musclée. Il n'y a que ce genre de négociation qui fonctionne. Parce que de toute façon, tu ne peux pas avoir une conversation honnête avec quelqu'un dont l'entièreté de leur être est malhonnête. Même envers eux-mêmes. Je pense qu'il y en a plein qui se rendent même pas compte à quel point ils sont juste malhonnêtes, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Et qui s'en foutent. C'est le fin mot de l'histoire. Voilà, j'ai Oui. bouffé tout le temps d'antenne. Je ne sais plus comment j'allais conclure. Finalement, tout comme les différents régimes fascistes qu'on a pu voir dans notre monde ou ceux qu'on est en train de voir émerger ont toujours utilisé l'art comme outil de propagande. On pense au catalogue de films monstrueux réalisés par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, les films comme Star Wars, pour contrebalancer toutes ces vidéos YouTube dont tu parles, tous ces podcasts mascus qui pullulent sur Internet, toutes ces chaînes de télévision d'infos en continu, des œuvres comme Star Wars, même enrobées d'effets visuels et de magie, restent à mes yeux importantes. Et quand, en plus, on a des œuvres comme Andor qui viennent mettre les pieds dans le plat et nous dire explicitement quel est le message d'origine de la saga et quel est le message qu'il faut partager et retenir aujourd'hui, c'est d'autant plus important qu'on continue de produire du contenu politisé, mais une saga qui porte le mot guerre dans son titre sera par essence, et ça c'est mon avis personnel, toujours politique. C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé. Ça. Une saga qui porte le mot guerre dans son titre sera toujours politique, et c'est pour ça que Star Wars reste quelque chose d'important dans ma vie, et encore plus important quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Bisous. 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 C'était Faut qu'on parle politique avec Line en dessous et les Faucons Milléniaux. Retrouvez tout Faucon Milléniaux sur vos plateformes de podcasting préférées, ainsi que sur Patreon et Blue Sky. Les liens sont dans la description.